Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas consacrée à Blender, mais consacrée au logiciel Embergen. Donc j'ai déjà fait une présentation très rapide la semaine dernière ou 2 semaines avant, ça dépend à quel moment sortira cette vidéo, pour vous présenter un petit peu le logiciel. Globalement, pour vous faire un récap ultra court, c'est un logiciel de simulation en temps réel optimisé GPU. Et aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir un petit peu comment appréhender l'interface, les notions de base du logiciel, comment déplacer des éléments, comment se déplacer dans la vue 3D, comment afficher 2-3 options. On aura une seconde vidéo, une fois qu'on saura manipuler les interfaces, sur l'optimisation des scènes, qui sera peut-être un petit peu plus rapide, mais pour vous expliquer les notions de base, de bridage GPU en termes de VRAM, en termes de nombre de particules, de voxels, etc., etc. Donc ce sera un petit peu technique, on le verra un petit peu plus tard. Et ensuite, je pense qu'on commencera à faire des TP liés entre Blender et Embergen, des fois uniquement sur Embergen, mais j'aimerais bien avoir cette corrélation, donc des fois on va modéliser des trucs dans Blender, on va exporter l'animation et le mesh d'Ambergen. Je vous montre comment simuler par exemple une torche, une bougie, des trucs comme ça. Et ça peut être assez intéressant de voir un petit peu comment manipuler les données entre les logiciels. Donc ça me permettra de vous expliquer des notions un petit peu plus techniques sur ça. Donc l'interface de l'Ambergen par défaut ressemble à ceci quand on le lance. Donc vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte Ambergen en haut pour tout ce qui est licence et tout. Il y a des choses à activer potentiellement si vous avez payé le logiciel. J'insiste bien, j'ai déjà parlé, le logiciel est totalement gratuit pour l'apprentissage. Si vous voulez exporter des choses, il va falloir acheter une licence, ce qui paraît normal, pour commercialiser. Mais l'apprentissage est totalement gratuit. Donc tout ce que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez le faire en dépensant 0 €. L'interface ressemble à ceci. On a les projets récents en haut, on a les start from qui sont en fait des templates divisés en 3 catégories, explosion, feu et smoke, fumée. Donc ce sont globalement les 3 choses qu'on peut réaliser dans Embergen, qui est un logiciel de simulation. Ce qui est cool, c'est que cette interface au premier abord, il peut paraître un petit peu étrange, on n'a pas l'habitude d'avoir des logiciels comme ça, on dirait presque un site web. Ce qui est bien, c'est que tout est accessible très facilement. Par exemple, je veux faire une explosion, je clique ici, vous voyez ça m'a pris une seconde, j'ai mon template d'explosion avec tout qui est fait par défaut. Donc j'ai mon explosion par défaut qui est effectuée, je peux recommencer mon animation avec CTRL R. Donc ça, c'est des raccourcis que je vous montrerai après. Je vais masquer ça parce que par défaut, vous n'allez pas l'avoir. Tout ceci, vous voyez, l'avantage, c'est que tout est fait pour que ce soit rapide. Je peux facilement en haut à gauche retourner à l'accueil et dire non, en fait, je voulais pas faire une explosion, je voulais faire un feu. Je clique sur Fire, j'ai mon template de feu qui est présent sous nos yeux. Ah non, en fait, non, c'était pas du feu que je voulais, c'était de la fumée. Default Smoke, et j'ai ma smoke par défaut qui est présente. Donc tout est fait, tout est pensé d'un logiciel dans l'UX UI pour que ce soit rapide, intuitif. Mais rapidité, je pense que c'est le maître mot parce qu'ils ont fait un gros travail pour optimiser le logiciel en GPU. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo où je parlerai un petit peu d'optimisation de scène. Mais on n'a pas d'équivalent en termes de simulation, en termes de rapidité de simulation. Donc faut pas rêver. Si vous faites une grosse explosion avec des millions et des millions de voxels et de particules, effectivement, ce ne sera pas du temps réel. Mais ce sera toujours plus rapide qu'un logiciel qui vous demande de baker votre simulation et de prendre des caches, etc. Ça peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les gros trucs. Alors que là, à la limite, bon, au lieu d'être à 60 FPS, vous allez être à 30 ou à 15. Mais 15 déjà pour une grosse simulation, c'est exceptionnel. Donc ensuite, vous avez quoi d'autre sur votre interface à gauche? Vous avez le Learn, vous allez avoir potentiellement des tutos qui sont mis à disposition ici. Vous avez les presets. Là, vous allez me dire, mais on en a déjà vu. Non, en fait, on a vu 3 scènes de base, explosion, feu, fumée. Mais là, vous avez vraiment des presets avec des grosses simulations qui sont mises à votre disposition. Vous avez vos projets récents. Donc les presets, vous voyez qu'il y en a une flopée. Il y en a pas mal. Il y en a tellement qu'en haut, vous pouvez rechercher, par exemple, Explo, et vous avez toutes les explosions. Vous pouvez également catégoriser Fire and Smoke, Fire, Smoke, explosion. Avec contrôle, vous pouvez rajouter des filtres, donc ça peut être intéressant. Explosion, Magic, Particle. Et là, c'est des catégories qui peuvent faire peur. C'est 8 Go, 24 Go. Donc il faut savoir que vu que le logiciel est optimisé avec le GPU, ça va être basé sur la VRAM. Il y a certaines très grosses simulations qui vont vous demander énormément de VRAM. Vous pouvez les ouvrir, même si vous n'avez pas 24 Go de VRAM. Je ne vais pas le faire ici parce que ça risque de faire crasher l'enregistrement parce que j'enregistre aussi avec le GPU. Mais là, par exemple, j'ai que 10 Go de VRAM et je peux ouvrir les scènes de 24. En contrepartie, ça va ramer un petit peu. Voilà, je vous le dis de suite, pour les gros trucs, ça va ramer. Ils ont fait exprès de démontrer des choses extrêmement grosses qui ne sont pas forcément optimisées pour vous montrer un petit peu les limites du logiciel. Mais à 8, vous avez quasiment tout. Vous voyez, à 24, il y en a 4 pauvres simulations. Vous pouvez faire les équipements là avec 8.
Donc imaginons, je scrolle un petit peu, donc vous avez les previews, donc ça c'est ultra cool, quand vous ouvrez même vos projets récents, hein, vous avez carrément les previews animés. Donc vu qu'on est sur un logiciel de simulation, qui dit simulation dit mouvement animation, donc c'est quand même cool d'avoir une preview animée. Je scrolle un petit peu, je ne veux pas prendre un truc trop lourd, ni un truc trop faible, on va pas prendre ça parce qu'on va pas voir grand chose. Groundfire, ça m'intéresse, je clique dessus. Et là vous avez quoi automatiquement? Bam! Vous avez la simulation qui se lance en temps réel. Et là, petit tour du propriétaire de l'interface. En haut, j'ai la barre d'outils classique comme dans tout logiciel, fichier, édition, simulation, settings, account et help. Et ensuite, on a des panneaux. Donc, l'avantage, c'est que si vous êtes habitué à Blender, vous n'allez pas être perdu pour différentes raisons. J'y viendrai un petit peu après coup. Mais on a une notion de panel. Donc, rien ne m'empêche de mettre un panneau en plein écran et de le réduire. Ce qui est cool, c'est que même quand je me mets en plein écran, par défaut, on a quand même une viewport pour voir ce que ça fait. Je pourrais rechercher dans le panneau. En fonction des panneaux, vous voyez qu'on a potentiellement différents outils. Donc globalement, en haut à gauche, on a la vue pour 3D. En bas à gauche, on a la timeline. C'est quand même pratique, vu qu'on va travailler sur des notions d'animation pour de la simulation. En haut à droite, vous avez le système de node graph. Donc c'est un logiciel nodal. C'est la mode depuis quelques années. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus facile d'appréhension. Chaque node, chaque nœud en français, va avoir un traitement, une ou plusieurs entrées, une ou plusieurs sorties. Le but, c'est que la sortie ne soit pas équivalente à l'entrée. Donc, par exemple, là, j'ai une primitive qui va émettre des particules et qui va rentrer dans mon nœud de simulation. Ce qui est cool, c'est que tous les presets, tous les paramétrages qui ont été utilisés pour les presets sont mis à disposition. Et tout ça, c'est gratuit. Pour les modifier. Donc, comme je le disais dans une vidéo précédente, ce qui est cool, c'est que je peux facilement voir comment est comporté les différents éléments. Là, par exemple, j'ai un mask shape de type noise, je peux facilement le désactiver, me dire ah oui, ça servait à ça, donc là ça me coupe carrément mon animation. Donc en cliquant dessus, je peux potentiellement changer l'échelle du noise pour voir ce que ça change un petit peu. Et là on s'aperçoit que c'est une sorte de booléen qui est fait sur ma topo de base pour avoir un émetteur un petit peu différent. Le fait que ce soit en temps réel, c'est ultra intéressant pour apprendre. Donc globalement, comme je vous disais, on va faire un tour de l'interface. J'ai la vue 3D en haut à gauche qui est elle-même divisée en plusieurs catégories. Donc j'ai le scene, donc c'est ma scène 3D. J'ai mon render, ça c'est si je veux faire un rendu. Et j'ai mon export, c'est si je veux exporter. Sachez que le render export, je ne veux pas trop en parler, parce qu'il vous faut la version licence du logiciel pour pouvoir exporter et commercialiser vos choses. Vous avez 14 jours pour le faire, je crois, quand vous téléchargez la version gratuite. Mais après tout ça, vous n'y aurez plus accès. Donc je ne vais pas trop en parler. Moi, je vais m'intéresser à tout ce qui est gratuit d'un logiciel, c'est ce qui nous intéresse. Vous voyez, quand j'ai changé de panel ici en render export, il m'a coupé mon animation. Pas compliqué. En bas à gauche, je peux appuyer sur play. Tac, et automatiquement, il va relancer l'animation. Il va relancer là où il en était. Si je veux reprendre l'animation du début, je vais faire soit un R, soit un CTRL R. C'est pas tout à fait la même chose. Ça, j'y parlerai un petit peu plus tard pour le restart d'animation. Mais voilà, le CTRL R permet de redémarrer l'animation en reprenant tout en compte dans le cache, alors que le R, il va juste recommencer l'animation sans recalculer certaines choses. Comme j'ai dit, j'y reviendrai après. Donc là, j'ai ma timeline. Vous n'allez pas être perdu non plus. On a des notions de keyframe, etc., etc. Donc imaginons que là, je prenne la primitive de mon objet. Je peux keyframer la position. Si je veux faire des animations de position, vous voyez que là, j'ai mes éditeurs de keyframe qui apparaissent. Si je reclique juste ici, j'expose mon paramètre de position. Donc par défaut, c'est un cercle. Pas de keyframe, je peux juste bouger comme ceci. Si je reclique dessus, je peux mettre des keyframes à la main là où je veux. Si je reclique une troisième fois dessus, j'ai carrément une entrée qui s'affiche ici. Vous voyez, le position qui n'était pas présent de base. Donc là, j'expose mon attribut et du coup, je pourrais mettre par exemple un oscillateur qui va venir faire une animation aléatoire. Donc en suivant une certaine fonction. Donc voilà, tout ça, ça peut être intéressant. Et je vais le remettre par défaut. Donc vous voyez, par défaut, là, il m'a gardé les anciennes valeurs. Donc je vais tout remettre à 0. On a quelque chose qui est pas mal. Vous remarquez également qu'on a des gizmos. Donc les gizmos, ça va vous permettre de manipuler en temps réel différents éléments dans la vue 3D. La vue 3D va être mise à jour en fonction de ce que vous sélectionnez. Donc là, j'ai ma primitive qui est sélectionnée, donc c'est ça uniquement qui va être mis en highlight, en éditable. Si je sélectionne particle, je vais avoir autre chose. Si je sélectionne simulation, oui, ça devient encore un peu plus complexe parce que j'ai une visualisation de mes voxels, là je pense avec des vélocités, des températures et tout, directement ici. Donc tout ça, je peux le changer par exemple dans Visual, en activant ou pas le gizmo. Mais vous voyez, dans chaque nœud que vous allez sélectionner, votre vue 3D va s'adapter.
de telle manière à ce que les modifications que vous allez faire sur le nœud, vous allez pouvoir concrètement voir ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment cool. Donc le nodal, je peux facilement activer ou désactiver certaines choses. Donc le ground, par exemple, je peux l'activer ou le désactiver. Quelques notions intéressantes. Un double clic sur un lien permet de l'enlever, tout simplement, de le supprimer. Je vais faire un CTRL Z. Et voilà, globalement, ce sont les choses principales à voir. Donc la vue 3D, il y a des choses qui vont vous intéresser, notamment si vous voulez de Blender. C'est potentiellement le cas, vu qu'on est sur une chaîne de Blender à la base. Donc, si je vais dans Settings et Preferences, et que vous allez dans Caméra, Control Mapping, bonne nouvelle, par défaut on a un Default, donc c'est les raccourcis de base d'Embergen, vous pouvez passer en Blender. Et qui dit raccourci Blender dit clic molette pour faire une rotation, la molette pour zoomer, dézoomer, Shift clic molette pour faire du pan, Control clic molette pour faire un zoom comme ceci, et du coup vous n'allez pas être perdu entre les logiciels. Ça c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose d'assez uniformisé en termes de manipulation de vue 3D parce que c'est à chaque fois galère de se remettre dans les raccourcis clavier d'un logiciel à l'autre. Donc là vous avez la même chose que dans Blender. Et pour finir sur le gizmo, parce que j'ai oublié de vous le présenter, là pareil, vous pouvez déplacer votre objet comme ceci avec les gizmos. Vous avez bien évidemment les gizmos à double axe. Vous avez les raccourcis clavier que je vous expliquerai juste après, mais là c'est raccourci visuel, vous avez la rotation. Ce qui est cool, c'est que vous voyez, hein, tout c'est juste en temps réel, et ça c'est quand même exceptionnel d'avoir une simulation comme ça qui est ajustable. Pareil, les changements d'échelle. Alors changement d'échelle, en fonction de la primitive utilisée, vous n'allez pas avoir la main des fois de manière non homothétique. Là vous voyez, je suis obligé de tout changer quasiment en temps réel sur X, Y et Z, mais je ne peux pas faire de changement bien différent pour écraser mon objet. Ça va vraiment dépendre de la primitive de base. Des fois, il y a des choses qui sont bloquées. Ok? Donc une fois que j'ai ceci, vite fait, les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier, ils sont un petit peu particuliers. Ils sont faits pour les claviers américains qui sont en QWERTY. Donc ça veut dire que le Q, W et E, ça va être les raccourcis que vous avez juste ici. Donc le W, c'est la rotation. Le Q, c'est la translation. Et le E, c'est le changement d'échelle. Donc Q, W, E, donc dans cet ordre-là, ça correspond à l'ordre que vous avez là. Donc Q, translation. W, rotation. E, échelle. Et globalement, je vous avoue que ces raccourcis clavier-là, moi, je n'utilise jamais. À chaque fois, je passe par carrément le gizmo qui est présent juste là. C'est, je trouve, assez intuitif. On a, comme je vous ai montré tout à l'heure, des fonctions qui permettent d'avoir des choses un petit peu automatisées et procédurales dans les animations. Donc, c'est quand même assez cool. Donc voilà, c'était un petit peu les bases de l'interface graphique. On est passé ultra rapidement, j'en ai conscience. Le but, c'était quoi? C'est que vous puissiez appréhender un petit peu l'interface. Ah, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré qui est intéressant. Je vous ai montré qu'on pouvait mettre en plein écran certaines parties. On peut également déplacer facilement les nodes. Donc, par exemple, si je veux du côte à côte, là, tac, je peux avoir quelque chose en côte à côte. Ça dépend de votre disposition d'écran, de ce que vous voulez. Ce qui est chouette également, c'est qu'en bas, normalement, vous avez de temps en temps des raccourcis qui s'affichent. Donc, moi, j'ai la barre, mais vous verrez chez vous. Normalement, vous avez des raccourcis qui vous indiquent un petit peu qui peuvent vous guider dans le logiciel. Et voilà comment ça fonctionne. Donc la prochaine fois, je vous parlerai d'optimisation de scène. Ce sera un petit peu technique, ce sera pas trop artistique, je suis désolé. Ce sera plutôt des notions de VRAM, de GPU, de voxel, de bridage de FPS, d'utilisation de cartes graphiques. Mais ça va vous aider à optimiser vos scènes. Là, par exemple, cette scène, elle n'est pas du tout optimisée parce que mon domaine, il est géant. Donc là, il va calculer dans tout ça, alors que j'ai besoin d'un domaine beaucoup plus petit. Vous allez voir que ça, on peut le changer facilement dans les caches de simulation, dans le world, en plein de petites propriétés. On verra plein de choses avec des travaux pratiques, comme j'ai dit en début de vidéo, et peut-être qu'ensuite on fera des vidéos spécifiques sur certains éléments. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Manipulez un petit peu le logiciel de votre côté si vous voulez, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Hein. Vous voyez, il y a plein de notions que je ne vous ai pas encore expliquées parce qu'on les verra au fur et à mesure, mais là, vous voyez, j'ai des sous-onglets par exemple, pour donner de l'aléatoire, mettre des choses en favorite ou autre. Mais je préfère vous l'illustrer avec des exemples concrets. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de vous mettre au logiciel. Comme d'habitude, le lien sera présent dans la description pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé. Et je vous dis à très très vite pour des vidéos sur Blender et sur Embergen de temps en temps. Ciao!